Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme de coutume pour le rendez-vous donc maintenant régulier jusqu'au 24 janvier, jusqu'au 23 janvier inclus, pardon. Pour ce cycle Hammer que je reprendrai donc au mois de février parce que évidemment j'aurais pas terminé tous les films que j'ai à vous présenter parce que je vous l'ai dit c'est un studio hyper prolifique la Hammer et ils ont produit tellement de pépites que je n'en aurais pas terminé en fin de semaine avec tous les films que je voulais donc aborder dans ce cycle et qui me semble indispensable de faire connaître donc à toute génération confondue on va dire, hein, même ceux qui donc ont déjà un certain vécu qu'ils ne connaissent pas, mais aussi bien sûr aux jeunes générations, pourquoi pas évidemment les intéresser à ce type de film qui a brillé dans les années 60-70 et même au début des années 50. Alors ce soir, je vous l'ai dit, l'éclectisme avec le studio Hammer est de mise puisque je vais vous parler d'un film encore une fois avec une thématique totalement différente parce que je vous ai dit, mis à part les grandes figures, je dirais, du fantastique que la Hammer, donc, principalement, donc, a traité, comme je vous l'ai dit, bien sûr, les Dracula, les Frankenstein, les Dr. Jekyll, etc., etc. Ici, on va s'attaquer à un genre tout à fait différent dans la Hammer, un genre qu'ils ont abordé, on va dire, dès les années 60, en fait, avec un film sur lequel je vous reviendrai encore, qui est tout à fait atypique, encore une fois, qui est totalement différent de celui-ci, mais qui ressemble bien sûr au genre que propose donc Fear in the Night, ou Sueur froide dans la nuit. Donc, encore une fois, l'éclectisme du studio Hammer a abordé, je dirais, des sujets totalement différents, toujours en restant dans une veine, on va dire, bien sûr, à caractère horrifique. Mais ici, donc, on va aborder donc, le thriller psychologique, donc avec matinée, on va dire, de scènes horrifiques. Et pourquoi j'ai voulu parler de ce classique qui est Sueur froide dans la nuit? Parce que, encore une fois, il réunit un metteur en scène qui était d'abord un scénariste de renom, Jimmy Sangster, dont j'ai parlé hier quand je vous ai présenté Frankenstein s'est échappé, donc de Terence Fisher. Donc Jimmy Sangster n'a fait que quelques films, 3 ou 4, pas plus. Mais c'était important de quand même parler aussi de ceux qu'il a réalisés, dont ce Sueur froide dans la nuit, ou plutôt Peur dans la nuit, selon le titre anglais, Fear in the Night. On va dire que le titre français cette fois-ci est assez ressemblant. Voilà, c'est pas trop un titre stupide, comme j'ai pu donc relever sur certains autres films que j'ai traités. Voilà, donc là on va dire que ça passe et donc je reviens donc ici comme je le fais, donc je vais vous présenter un peu donc l'histoire, le scénario, ce qu'il en est et puis donc le côté technique. Alors Fear in the Night c'est donc un thriller horrifique, comment dire, caractère horreur psychologique. Donc il dure 1h34, qui est sorti donc en 1972. Et ça c'est en Angleterre, mais il est sorti beaucoup plus tard en France, en 75, figurez-vous, 3 ans plus tard. Alors peut-être à cause il faudra que je vérifie, mais peut-être à cause de la censure, vu que le film est assez violent, mais sans plus. Mais surtout, ce qui est vraiment génial dans ce film, c'est son suspense. En fait, il y a vraiment une intrigue à tiroir, avec un final que je trouve vraiment bien amené, bien trouvé, assez surprenant dans le genre, qui n'est pas spécialement prévisible justement, avec justement ce côté Hitchcockien, parce que là on est vraiment dans le thriller Hitchcockien, à caractère vraiment qui vraiment fait la part belle, je dirais, à l'intrigue, au rebondissement, au suspense, etc. Donc évidemment une incursion de la Hammer, une nouvelle incursion dans le thriller à caractère horrifique, donc avec cette histoire dont je vais vous raconter l'histoire tout de suite. Donc pour vous resituer l'histoire, donc on va dire que ça commence donc quand une jeune femme du nom de Peggy Heller, donc qui est jouée par Judy Gleason, sur lequel je reviendrai, la distribution, et vous verrez qu'on retrouve encore une fois un acteur, on va dire qui est un habitué du studio, évidemment, Peter Cushing. Encore une fois, lui, il est partout, décidément. En tout cas, il est dans la plupart des films importants de la Hammer.
Et donc cette jeune femme Peggy Heller doit rejoindre l'homme qu'elle vient d'épouser, donc qui est joué par Robert. Qui s'appelle Robert, qui est joué par Ralph Bates, dont j'avais parlé dans Dr. Jekyll and Sister Hyde. Et dans un autre Frankenstein qui s'appelle Les Horreurs de Frankenstein également, on le retrouve. Donc elle vient d'épouser Robert, donc c'est un enseignant qui vit à la campagne. Et dans la propriété donc, où se situe l'école. Donc la nuit avant son départ, donc, il se trouve qu'elle est attaquée dans son appartement par un mystérieux personnage. Elle n'arrive pas à distinguer le visage de ce personnage, mais elle arrive, sans le faire exprès, à faire tomber donc, un bras articulé en se débattant. Donc elle échappe à cet agresseur. Sa logeuse, donc, elle croit à un effet de son imagination, quand elle s'aperçoit donc, suite à l'attaque. Donc après avoir rejoint donc, Robert, son mari, elle découvre les lieux. Et alors qu'elle déambule dans l'école donc où elle doit rejoindre son mari, elle tombe sur le proviseur, donc un certain Michael Carmichael, joué par Peter Cushing. Excellentissime Peter Cushing, encore une fois, dans ce rôle. Donc, qui a une personnalité, on va dire, étrange, qui semble diffuser des enregistrements de vie scolaire dans des pièces vides. Enfin, il a quelque chose de... qui est vraiment... qui donne pas envie tout de suite, je dirais, de... Voilà, il est bizarre, quoi. Mais est-ce que pour autant, il a un lien avec ce qui s'est passé? Donc, Carmichael, donc en plus, pourquoi je dis ça? Parce que donc ce personnage, Carmichael, se révèle avoir lui-même donc un bras articulé, comme l'agresseur qui s'en est pris donc à la jeune femme donc jouée par Judy Gleason. Et donc évidemment, là, si on fait le lien, on se dit tiens, c'est peut-être lui. Mais on ne sait pas encore, donc on va aller plus loin dans l'histoire pour découvrir donc qu'est-ce qu'il en est. Mais le problème, c'est que même si elle a reconnu qu'il avait un bras articulé, donc elle voit toujours pas le visage de la personne, donc elle peut pas affirmer à 100% dans son esprit que vraiment elle est sûre que ce soit lui. Donc Robert, lui, son mari, pense lui aussi à une hallucination, et donc jusqu'à la faire douter d'elle-même, quoi. Voilà, donc si bien que par rapport à ça, comme il arrive à la faire douter, donc elle renonce à faire appeler la police. Mais, et c'est là que c'est génial, c'est que le scénario, il embraye sur, on va dire, la seconde, voire la troisième, puisque ces tourments, en fait, ne font que commencer, parce qu'elle va découvrir une vérité, donc qu'elle est vraiment loin de soupçonner. Voilà, et donc à partir de là, donc, le film démarre, et on va dire le scénario, encore une fois excellent, coécrit donc, par Jimmy Sangster lui-même, le réalisateur, et Michael Sison, avec une musique vraiment pareille, vraiment angoissante de John McCabe. Et donc, encore une fois, ce film produit par la Hammer montre toute la richesse et la diversité que la Hammer était capable vraiment encore une fois, de donner à son style, je dirais, de genre cinématographique, en essayant de varier, on va dire, les plaisirs horrifiques. Avec ce Surfroid dans la nuit, donc il y avait un titre autrefois qui s'appelait donc Brainstorm, qui veut dire en quelque sorte Romy Ménage, qui a été donc à l'origine développé pour Universal Pictures en 63. Donc le film n'a pas été en production tout de suite, voilà, mais comment dire, il a été remanié après l'écriture après que Jimmy Sangster ait réécrit le scénario en 71 pour sortir en 72. Alors, le tournage, il a lieu donc, dans le comté d'Hertfordshire, au nord de Londres. Et puis, il y a les scènes du lac aussi qui sont filmées donc, à Aldenham Country Park. Donc voilà, où il y a le décor du manoir qui sert... où se trouve donc un manoir qui a servi de décor pour l'école. Pour préciser, d'après mes notes. Voilà, donc... sinon, la plupart des scènes, après, se sont déroulées au studio d'Elstree, au nord de Londres, donc c'est pour les intérieurs, etc. Alors, encore une fois, ce film n'utilise pas vraiment d'effets spéciaux. Ici, c'est vraiment un thriller psychologique, caractère psychologique, avec, moi je le dis, vraiment une bonne dose de suspense, qui vraiment fonctionne bien, avec des personnages bien sûr ambigus, avec une histoire plus ou moins sombre de manipulation mentale. J'en dis pas plus, parce que évidemment ici je vais pas vous spoiler bien sûr le contenu du film,
parce que ce serait dévoiler bien sûr le poteau rose, hein, et c'est pas le but, même si c'est un vieux film, quand même de vous dévoiler bien sûr le climax final et surtout la révélation finale de l'histoire, de l'intrigue qui fait tout l'intérêt. Parce que je vous dis, c'est pas une intrigue vraiment prévisible. On peut, si on est vraiment Sherlock Holmes, essayer de deviner qui fait quoi et qui est qui et pourquoi, cette femme, donc cette jeune femme donc qui vient tout juste d'être mariée se fait agresser en particulier. Il faut savoir qu'il y a un autre personnage qui donc va tourner autour donc du couple joué par Ralph Bass et Judy Gleason. C'est l'actrice Joan Collins, hein, qu'on connaît pour la série Dynasty, si je me souviens bien, qu'on connaît aussi pour des films horrifiques, hein, bien sûr, qu'elle a tourné pour La Hammer, et aussi pour le studio Amicus, hein, qui était on va dire l'alter ego de La Hammer. Je vous ai dit que je reviendrai sur ce studio dont je trouve certains films vraiment excellents également. Pas bien sûr aussi, je dirais, définitif dans la construction, enfin dans la conception que ceux de la Hammer, mais quand même qui a vraiment des quelques pépites quand même, Amicus. Amicus a travaillé dans le même style de film que la Hammer, hein, vraiment l'épouvante, et même l'épouvante gothique parfois également. Ici, on n'est pas dans le gothique, on est dans quelque chose de beaucoup plus actuel, puisque ça se passe dans les années 70. Donc on est dans une histoire contemporaine, et c'est là où on s'éloigne du côté gothique des films habituels de la Hammer, et où on va aborder donc un style beaucoup plus, je dirais, quelque part académique et conventionnel, mais en même temps on va créer, Jimmy Sangster et son co-scénariste vont créer une histoire vraiment qui est vraiment, comme je vous dis, à tiroir, une intrigue à tiroir, avec des personnages qu'on va soupçonner mais qui ne sont pas spécialement ceux qu'on pourrait suspecter d'être coupables dans cette histoire. Vraiment une façon habile, en tout cas dans le scénario d'écriture, encore une fois, de chercher toujours à se renouveler, et en particulier dans le thriller. Et je vous parlerai d'un autre thriller que j'adore qui s'appelle Paranoiac, également dans ce cycle, avec Oliver Reed, que j'adore comme acteur, hein, qui est un acteur immense qui donc est mort dans les années 2000. Et Oliver Reed a tourné dans un film excellent que j'adore, dont je vous parlerai, hein, sur lequel je reviendrai, qui a un thème plutôt lié à, je dirais, à de l'anticipation, de la science-fiction, on va dire, mais dont je vous laisse la surprise, parce que c'est vraiment un petit bijou que j'ai adoré. Et puis donc, voilà, dans le domaine du thriller, donc la Hammer s'est illustrée quand même dans pas mal de films, vraiment intéressants. Moi, je vais vous citer vraiment, je dirais, pour moi, les 3 plus grands classiques, je dirais, dans ce genre que la Hammer donc, a produit. Et encore une fois, l'importance de se renouveler toujours, et de ne pas se cantonner justement aux figures mythiques du fantastique comme Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll, la momie, etc., le loup-garou, etc. Donc ils ont vraiment essayé de faire des choses très différentes, et c'est ça que j'adore, et surtout en étant toujours bien sûr très consciencieux du produit, je dirais, final, à savoir de bien, je dirais, essayer de vraiment que le public soit convaincu par ce qu'il voit à l'écran. Donc ici, dans ce domaine-là, on a encore une fois une attention toute particulière sur le côté, bien sûr, je dirais, huis clos, puisqu'il y a une partie qui se déroule principalement dans la maison du couple, et puis une autre à l'école. Quelques scènes d'extérieur également. Les acteurs sont excellents, je l'ai dit, hein. Peter Cushing, une fois dans ce personnage ambigu, hein. Est-il ou pas le coupable? Ça, vous le saurez en voyant le film. C'est vraiment un film, encore une fois, qui joue sur l'ambiance. Voilà, encore une fois, l'ambiance, étant donné que le scénario est vraiment, moi je dirais, de très bonne facture pour ce type de film, on arrive, encore une fois, grâce à l'interprétation de ces acteurs, dont Judy Gleason, hein, qui est une actrice pas spécialement qui a tourné dans les films de la Hammer, qui là, je crois, avait fait ce premier film avec la Hammer, il me semble, mais il faudrait que je revérifie mes petites notes. Elle a commencé, oui, elle a fait quelques films, en effet, avec la Hammer, dont Doomwatch, qui est un autre film, je trouve, assez intéressant de la Hammer. Et puis, elle avait fait un autre film, il me semble, qui s'appelait Le Cercle de Sang, qui était également produit par la Hammer.
Parce que je vous dis, je ne pourrais pas malheureusement traiter, bien sûr, de tous les films qu'a produit la Hammer. Sinon, je vous l'ai dit, on en a jusqu'à... j'ai pas fini, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle a tourné aussi dans un film dans les années 80, un film d'horreur de science-fiction qui s'appelait Inseminoid de Norman J. Warren. Alors c'était plutôt, je dirais, pas un nanar, mais en tout cas un film de SF horrifique pas exceptionnel, mais pas inintéressant en termes horrifiques quand même, parce il y avait un côté, je dirais, Alien avant l'heure, et puis... non, ça a été réalisé après Alien, pardon. Non, il y avait un côté justement... pas pompage d'Alien, mais en tout cas... Puisque ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Alien, mais il y a une créature en effet dans Inseminoid où elle joue donc Judy Gleason, mais c'est pas tout à fait la même chose parce qu'elle est inséminée par un monstre en fait, et elle va donner naissance à un monstre. Donc voilà, oui, il y a une histoire bien sûr d'embryon en fait qui se développe dans le corps de cette personne, un peu comme dans Alien pour le personnage joué par John Hurt. Bon, mais après ça devient différent, mais c'est un film bien sûr. C'est pas au niveau de Alien, évidemment, ce Inseminoid. Bref, je faisais une aparté juste pour vous dire qu'elle a tourné donc quelques films policiers de science-fiction et d'horreur. Cette charmante actrice, Judy Gleason, hein, qui est toujours donc de ce monde, qui a 74 ans. Et donc il faut savoir également que pour revenir donc à Surfer dans la nuit, donc c'est une histoire donc qui réunit encore une fois le talent, je dirais, de Hammer pour créer de l'horreur psychologique qui tient la route, un minimum. Vous serez sans doute surpris évidemment par la mise en scène qui, elle, arbore, je dirais, encore une fois une thématique vraiment... Enfin une façon de filmer plutôt, qu'est-ce que je dis moi, une façon de filmer vraiment très intéressante, qui, encore une fois, donne la part belle, je dirais, à la mise en scène sur le côté suspense, donc avec des effets de caméra bienvenus, avec vraiment toujours cette façon de montrer des personnages donc dans une situation de danger, avec vraiment une façon de filmer vraiment propre, je dirais, comment dire, au sujet du film, c'est-à-dire donner quand même du mouvement à l'image pour qu'on soit, je dirais, emporté dans cette histoire qui doit en tout cas faire flipper un minimum et qui doit en tout cas mettre un peu de tension. C'est pas un film qui fait très peur, mais c'est un film quand même qui relève justement dans les scènes oppressantes qui quand même arrivent de par sa mise en scène vraiment qui cherche justement les contrepoints différents dans sa façon les angles de caméra, etc. Vous voyez, de donner quand même une tonalité, je dirais, à l'histoire par les images, etc. Et donc ça fonctionne merveilleusement de ce côté-là. Encore une fois, ça fait partie pour moi des grands classiques de la Hammer, Fear in the Night, Surfer dans la nuit, parce que c'est toujours cette science. Et là, on est dans les années 70, hein, c'est l'époque où justement la Hammer aura du mal, je dirais, à perdurer dans le temps, puisqu'ils vont s'éteindre plus ou moins la première partie des studios, en tout cas ceux qui ont géré ce studio depuis les années 40, donc vont s'éteindre vers la fin des années 70. Bon, on va dire qu'en 72, ce thriller, encore une fois en Angleterre, n'a pas fait un succès énorme, mais il y a eu de très bonnes critiques par contre. Voilà, il a été quand même assez bien noté auprès de justement donc de la presse anglaise et même de la presse internationale, puisque j'avais vu quelques notes aussi sur... à chaque fois je regarde les notes un peu, les retours sur les films qu'a pu sortir la Hammer, et je vous dis, il y en a très peu en tout cas qui sont vraiment... je dirais que sur tous les films, moi j'en ai vu à peu près 150 dans la Hammer. Non, ce que je dis, excusez-moi, j'en ai vu à peu près 80-90 des films de la Hammer, j'exagère. J'ai dû confondre avec ceux de Amicus Productions, parce que j'ai vu beaucoup de films du studio Amicus, hein, et donc ils ont dû vraiment en produire à tous les deux, ouais, il y en a plus de 500 quoi. Hein. C'est pour vous dire le travail énorme accompli par ces deux studios. Mais la Hammer déjà à elle seule a produit plus de, ouais, je vous l'ai dit, plus de 250 films et des poussières. Voilà, mais il faut toujours retenir bien sûr ceux qui ont, je dirais, marqué l'histoire du studio. Surfer dans la nuit en fait partie parce que c'est un thriller vraiment très très intelligent encore une fois dans l'écriture de scénario, avec justement, il fonctionne sur le whodunit, hein, qui est le tueur ou qui est l'assaillant, on va dire, parce que ici, bien sûr, il y a des meurtres, il y a un assaillant qui s'en prend à une femme, qui ne la tue pas tout de suite, donc il y a peut-être une raison. Enfin voilà, je ne vais pas dévoiler, bien sûr,
l'intrigue finale, ou plutôt la révélation, qui fait que ce film est, encore une fois, je dirais, maîtrisé de bout en bout dans sa narration, et puis dans sa mise en scène, et puis dans son interprétation. Encore une fois, je vous dis, la force de ces films de la Hammer, c'est aussi d'avoir à chaque fois des castings vraiment haut de gamme, et tous les acteurs sont totalement investis, et souvent, bien sûr, ce sont des habitués, donc autant, je veux dire, faire confiance à des acteurs qui sont déjà, je dirais, bien cotés pour l'époque, et comme on est dans les années 70, bien sûr, des valeurs sûres comme Peter Cushing, Ralph Bates et Judy Gleason, qui quand même aussi venait du théâtre et avait une belle réputation en Angleterre, qui a fait quand même une trentaine de films. Et voilà, et donc en plus charmante, etc. Voilà, l'épouse donc qui tombe sur cette sorte d'agression au début, qui va la mener vers quelque chose d'encore plus, je dirais, palpitant et étrange, mystérieux en fait, et puisqu'il y a toujours aussi la façon de garder le mystère, le suspense jusqu'à la fin. Donc pour moi ça fonctionne, en tout cas c'est encore une fois subjectif. Moi j'ai marché vraiment à fond dans ce film. Je me prends toujours un vrai plaisir, parce que je vais vous dire une chose, dans les thématiques que le studio Hammer a produit, il y a vraiment dans la catégorie thriller, je dirais horrifique, thriller psychologique, etc. Ils sont vraiment très doués, je trouve, parce que moi, la plupart des thrillers que j'ai vus de la Hammer, franchement, ça explose n'importe quel thriller des années 2000, 2010. Franchement, en termes d'écriture de scénario, c'est super bien foutu. En tout cas, les histoires, elles sont vraiment prenantes. Les dialogues sont excellents, les acteurs sont excellents. Et puis en plus, avec peu de moyens, ils arrivaient à vous tenir en haleine avec peu de choses, quoi. Il n'y a pas d'effets spéciaux dans ces thrillers, mais ça c'est normal. Mais il n'y a pas d'effets. Il y a quelques effets sanglants parfois, oui, parce que la Hammer aimait montrer aussi du sang parfois à l'écran. Ici, il n'y en a pas énormément, c'est plutôt vraiment axé sur le mystère, en tout cas, de cet agresseur, et pourquoi il s'en prend à cette femme, et pourquoi il s'en prend aussi à d'autres personnes. Mais voilà, tout fonctionne pour moi comme j'adore dans un thriller à suspense, avec toujours ce petit côté horrifique, justement, de mettre des scènes un peu, je dirais, surprenantes, effrayantes, par moment, pour effrayer 2 ou 3 personnages de l'histoire. Voilà, donc je ne saurais que trop vous conseiller cette nouvelle pépite qui est Surfroide dans la nuit, réalisée par Jimmy Sangster, donc sorti en 1972. Et puis voilà, donc on se retrouve encore une fois, vous voyez, je vous ai présenté un film totalement différent ce soir. Je vous en présenterai encore un totalement différent dans le genre demain, sur lequel je reviendrai, puisque je ne l'ai pas encore abordé, puis un autre, et un autre, vous verrez, il y a de quoi faire. En tout cas, j'espère que ce cycle vraiment vous intéresse et vous passionne. N'hésitez pas donc à mettre le pouce bleu pour la chaîne, à me suivre sur mon blog de cinéma, de genre, qui s'appelle Les Chroniques d'Atriou. Et puis, on se retrouve demain, comme d'habitude, donc pour un nouveau film produit par la Hammer. Encore un classique, évidemment, puisque ce ne sont que des grands classiques, en tout cas de mon point de vue, et que je tenais à vous faire connaître. Et j'espère que vous aurez l'occasion de découvrir celui-ci, qui existe en DVD, il me semble. Pas sûr qu'il soit en Blu-ray. Voilà, j'ai pas eu le temps de vérifier, des fois j'ai pas trop le temps, voilà, parce que j'ai des journées assez chargées, mais je prendrai le soin sur d'autres présentations de vérifier si évidemment ils exigent déjà bien sûr dans la meilleure qualité, c'est-à-dire en Blu-ray, puisqu'il faut les découvrir vraiment dans une qualité Blu-ray pour vraiment les apprécier encore plus. Merci de m'avoir écouté, c'est toujours un plaisir de vous faire partager ce genre de pépites, et surtout ce cycle qui vraiment me tenait à cœur. Je vous dis bonne soirée à tous, bonne continuation pour la semaine de travail, ou pour ceux qui sont au repos, bon repos. Et puis je vous dis à demain, et merci à tous de m'avoir encore une fois prêté attention pour ce nouveau film de la Hammer. Je vous dis une dernière chose, comme toujours, de coutume, vive le cinéma de genre, vive des films comme ceux de la Hammer. À très vite, bonne fin de soirée à tous, bye bye.